Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Alicia Demers-Leblanc et je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Aujourd'hui, avec moi, dans les studios de Gastro 101, est ma co-hôte Dr Adriana Lazarescu. Adriana, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'aimerais discuter du diagnostic et de la classification des troubles de la motilité œsophagienne basée sur la classification de Chicago 4.0. En particulier, je voudrais montrer comment nous utilisons la technique de la manométrie œsophagienne à haute résolution pour faire ces diagnostics. Je suis certainement fascinée par ce sujet. Mais est-ce pertinent pour tous nos auditeurs? Eh bien, dans cet épisode, nous allons approfondir certains détails assez spécifiques de la manométrie œsophagienne. C'est probablement plus que ce que l'étudiant en médecine a besoin de savoir. Cependant, si vous êtes résident en gastroentérologie ou un professionnel de la santé ayant un intérêt pour la motilité, je pense que vous trouverez ce podcast utile. Pour ceux qui veulent un résumé de la manométrie, incluant ses indications, ses contre-indications et comment celle-ci est pratiquée, je vous invite à jeter un œil sur l'épisode 5 de Gastro 101 qui sera parfait pour vous. L'épisode 5 est également un excellent complément à celui d'aujourd'hui. Ce podcast sera un peu plus long que d'habitude car nous voulons nous assurer que l'information est claire et se retrouve au même endroit. D'accord, commençons. Comme vous le savez peut-être, la manométrie œsophagienne a évolué de façon significative au cours des dernières années. Nous utilisons maintenant la manométrie haute résolution qui fait usage de cathéters intégrant des capteurs de pression sophistiqués et très sensibles qui sont capables de générer de l'information très précise sur la motilité œsophagienne. Comment cette information est-elle représentée concrètement? Les données du cathéter sont affichées sur un tracé topographique qui ressemble un peu à une carte météorologique. Ce graphique de pression est généré par un logiciel. La pression est représentée en couleurs, avec les couleurs plus intenses signifiant une pression plus élevée. Par exemple, une zone du tracé qui est rouge représente une pression beaucoup plus élevée qu'une zone du tracé qui est bleue. Sur cette diapositive, vous pouvez voir une bande de pression rouge en haut du tracé qui représente le sphincter œsophagien supérieur. Vous pouvez également voir des relaxations périodiques où la couleur devient bleue lorsque nous demandons aux patients d'avaler des gorgées d'eau pendant le test. Il y a aussi une autre bande de pression au bas du tracé qui représente cette fois-ci la jonction gastro-œsophagienne. Vous voyez également des relaxations périodiques avec les déglutitions. Au milieu du tracé, vous pouvez noter l'onde de pression péristaltique dans le corps de l'œsophage. D'accord. Et comment utilisons-nous ces informations pour diagnostiquer les troubles de la motilité œsophagienne? Il y a deux aspects principaux à l'analyse d'un tracé de manométrie œsophagienne. Nous évaluons d'abord la jonction gastro-œsophagienne et répondons à trois questions. La pression de la jonction au repos est-elle élevée ou faible? La jonction se détend-elle suffisamment pour permettre le passage du bolus alimentaire avec la déglutition? Et y a-t-il présence d'une hernie hiatale? Ensuite, nous évaluons la réponse du corps œsophagien aux déglutitions. Encore une fois, nous répondons à trois questions. Le péristaltisme est-il présent ou absent? L'amplitude du péristaltisme est-elle élevée ou faible? Et y a-t-il présence de spasmes œsophagiens? Sur cette diapositive, nous voyons la section du tracé qui évalue la pression de la jonction gastro-œsophagienne au repos. Le logiciel informatique fait la plupart des calculs de pression pour nous, y compris celle de la jonction gastro-œsophagienne au repos. Dans notre laboratoire, les valeurs normales de celle-ci se situent entre 10 et 45 mm de mercure.
Dans cet exemple, vous pouvez voir que la pression de la jonction gastro-œsophagienne est faible, dans ce cas 5 mm de mercure. Et comment mettons-nous en évidence une hernie hiatale sur la manométrie œsophagienne? Souvenez-vous qu'une hernie hiatale par glissement survient lorsque le sphincter œsophagien inférieur n'est plus en étroite relation avec le diaphragme et a migré plus proximalement dans le thorax. Il en résulte deux bandes de pression distinctes, une représentant le sphincter œsophagien inférieur et une représentant le diaphragme. Dans ce tracé, vous pouvez voir une première bande de pression verte indiquant le niveau du sphincter œsophagien inférieur. Et en dessous, une autre bande de pression vue par intermittence à l'inspiration lorsque le diaphragme exerce une pression sur la hernie. Ceci est une image classique d'hernie hiatale. Très bel exemple. Adriana, tu as mentionné que le logiciel effectue la plupart des calculs de pression pour nous. Peux-tu expliquer ce que signifient tous ces nombres générés par le logiciel? Bien sûr. Selon la classification de Chicago 4.0, il y a 3 paramètres importants utilisés en manométrie œsophagienne. Ceux-ci sont des abréviations de termes anglais. Comme ces termes sont standardisés, nous utiliserons les abréviations anglaises pour ce podcast. Elle inclut l'IRP, qui veut dire Integrated Relaxation Pressure, ou pression de relaxation intégrée en français, le DCI, qui signifie Distal Contractile Integral, ou l'intégrale de contraction distale en français, et la DL, qui signifie Distal Latency, que nous traduirons ici par latence distale. Ces données sont importantes car elles permettront de mieux comprendre la classification des différents troubles de la motilité œsophagienne. Commençons par l'IRP. L'IRP est une évaluation de la relaxation de la jonction gastro-œsophagienne en réponse à la déglutition. C'est un calcul mathématique assez complexe qui mesure la pression moyenne la plus basse pendant 4 secondes immédiatement après une déglutition. Auparavant, nous mesurions simplement la pression résiduelle de la jonction gastro-œsophagienne après une déglutition. Comment l'IRP est-elle meilleure? Le problème avec la simple mesure de la pression résiduelle de la jonction gastro-œsophagienne est qu'elle est influencée par l'activité du diaphragme. Par exemple, si quelqu'un respire profondément pendant l'étude, l'augmentation de la pression diaphragmatique exercée élèvera faussement l'estimation de la pression résiduelle de la jonction gastro-œsophagienne. L'IRP est donc une mesure plus exacte de la relaxation physiologique de la jonction gastro-œsophagienne. Vous pouvez voir sur cette diapositive que le logiciel détecte le moment de la relaxation du sphincter œsophagien supérieur lors de la déglutition, représenté ici par la première flèche rouge. Il recherche ensuite les pressions les plus basses au niveau du sphincter œsophagien inférieur dans la fenêtre de 10 secondes après le début de la déglutition et effectue le calcul nécessaire pour générer l'IRP. Dans ce cas, l'IRP est 9,4, ce qui est normal. Dans notre laboratoire, la valeur normale de l'IRP est de moins de 15 mm de mercure. Bien qu'il ne soit pas essentiel de comprendre les mathématiques du calcul de l'IRP, il est important de savoir qu'un IRP élevé indique que la jonction gastro-œsophagienne ne se détend pas de manière appropriée avec les déglutitions. Parlons maintenant de l'intégrale de contraction distale. Adriana, qu'est-ce que le DCI? Le DCI est une évaluation de la pression péristaltique totale sur les 2 tiers inférieurs de l'œsophage. Si vous prenez un de nos tracés topographiques, qui est une image du dessus, et que vous le tournez un peu sur son côté pour voir les 3 axes, X, Y et Z, comme le montre cette diapositive, vous pouvez voir les pressions dans le corps œsophagien ressembler à une chaîne de montagnes,
avec des pressions plus élevées indiquées par des sommets de montagne plus hauts. Si vous faites l'intégrale de ces pressions, vous obtenez le DCI, qui peut être considéré comme le volume de cette chaîne de montagnes. Avec des volumes plus importants, indiquant des pressions ésophagiennes plus élevées. Le DCI est exprimé en millimètres de mercure par seconde par centimètre et les valeurs normales sont comprises entre 450 et 8000. La dernière mesure à discuter est la latence distale. Peux-tu nous en parler davantage? Bien sûr. La latence distale est une mesure objective du délai de la contraction ésophagienne depuis le début de la déglutition jusqu'à l'ésophage distal. Elle permet d'évaluer la présence de contractions ésophagiennes prématurées. En d'autres termes, elle permet d'évaluer la présence ou l'absence de spasmes ésophagiens. Maintenant, pour bien comprendre la latence distale, je dois introduire un autre terme, soit le CDP, qui signifie Contractile Deceleration Point, ou en français, point de décélération contractile. Ce point est, comme son nom l'indique, l'endroit où la vitesse de l'onde de pression péristaltique commence à ralentir à mesure qu'elle s'approche de la jonction gastro-œsophagienne. Sur ce tracé, vous pouvez voir ce point à côté de la flèche rouge où la vitesse de l'onde péristaltique ralentit, c'est-à-dire s'incline plus vers la gauche. L'importance du CDP est qu'il s'agit d'un repère utilisé pour calculer la latence distale. Voici donc le même tracé manométrique avec le mode analyse activé. La latence distale est définie comme le temps en secondes entre le début de la déglutition, représenté par la ligne blanche verticale, et le CDP, représenté par la ligne blanche horizontale. Dans ce cas, la latence distale est de 6,1 secondes. Toute latence distale supérieure ou égale à 4,5 secondes est normale. Tout ce qui est inférieur à 4,5 secondes indique une progression prématurée de l'onde de pression et donc un spasme œsophagien. D'accord. Merci Adriana pour cet excellent résumé des différents paramètres de la manométrie œsophagienne. Je pense que nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui. Peut-être devrions-nous continuer avec l'algorithme diagnostique des troubles de la motilité œsophagienne selon la classification de Chicago 4.0 lors d'un prochain épisode de Gastro 101? Je suis bien d'accord avec toi. Joignez-vous à nous lors de ce prochain épisode. À bientôt!